podcast Studio Dilettante. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. La République, c'est moi. Et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste dans cette voie-là. Allez, rangez vos mines boudeuses, rangez vos discours de rageux. Restons polis, le podcast qui explique calmement la politique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique la politique sans prise de tête. En tout cas, on essaye tous les lundis avec mon camarade Nemo sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict et globalement votre application de podcast préférée. Alors, je suis désolé si le son est un petit peu pourri. Il se trouve que le Zoom est en balade, donc du coup, je l'ai pas sous la main. Mais en tout cas, je suis en compagnie de mon camarade Nemo. Salut Nemo. Salut Adrien, et cette fois, on sera vraiment obligé de pas se prendre la tête puisqu'on est physiquement l'un à côté de l'autre. Ça fait longtemps, hein. Ça faisait super longtemps, ouais. Je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi on a jamais pu... Les agendas collaient jamais. Une sorte de pandémie mondiale qui... Non, laisse ça au film. Ok, très bien. Bon allez, petit extrait sonore pour introduire le grand sujet qui nous attend. Il y a, pour ce qui est de la France, ce qui se passe dans une maison. La maîtresse de maison, la ménagère, elle veut avoir un aspirateur, elle veut avoir un frigidaire. Elle veut avoir une machine à laver. Et même, si c'est possible, qu'on ait une auto. Ça, c'est le mouvement. Et en même temps, elle veut pas que son mari s'en aille bambocher de toutes parts, que les garçons mettent les pieds sur la table, et que les filles ne rentrent pas la nuit. Ça, c'est l'ordre. Et la ménagère veut le progrès, mais elle veut pas la pagaille. Eh bien, c'est vrai aussi pour la France. Il faut le progrès, il faut pas la pagaille. Alors, Nemo, la France, c'est quoi? C'était quoi qu'on vient d'entendre? La France, c'est une maison. Non, on vient d'entendre Charles de Gaulle, évidemment, le général de Gaulle, personnage central et même le plus important de la Ve République, premier président de la Ve République, figure de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, image probablement la plus universelle de la France récente, on va dire. Celle la plus citée dans le monde politique, en tout cas. Ouais, voilà, et puis, ça aurait été dommage de pas passer par là, parce que qu'on l'aime ou qu'on le déteste, le général de Gaulle, il a eu une influence sur la politique qui est encore à l'heure actuelle. C'est-à-dire, vous pouvez pas vous balader dans une seule ville en Bretagne sans qu'il y ait une rue du général de Gaulle au centre-ville, quoi. C'est clair. Alors du coup, de Gaulle, c'est un sacré pan de l'histoire française, c'est seulement qu'on puisse dire. On fera pas 15 minutes, on fera pas la vie de Gaulle en 15 minutes, clairement, parce qu'en plus, il a plusieurs carrières. Donc, la carrière politique, je pense que ce sera celle qui nous intéressera le plus, mais c'est également un écrivain de la chose militaire. Il n'a pas écrit des romans, hein. Il a écrit vraiment sa vie, il a écrit des choses sur le militaire, donc il a écrit des romans presque, des livres presque de fonctionnaires de l'armée, en fait, en réalité. C'est également, bien entendu, un militaire convaincu, voilà, et ça a été un homme de droite et qui a marqué la droite de son pays. Et au-delà de ça, de Gaulle, c'est un monument pour le coup. C'est un homme qui est né donc à la fin du 19e et qui a marqué le 20e siècle. Il a grandi dans une famille plutôt monarchiste, si je dis pas de bêtises, très catholique. Ouais, très catholique, convaincu. C'est pas les catholiques qui vont à la messe pour aller à la messe, quoi. Vraiment. Et il avait ça chevillé au corps. Il faut voir que De Gaulle, quand il commence son action politique, il va à l'Action française. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il serait à l'extrême droite, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'extrême droite. Mais c'était vraiment parce que ça vient de là d'où il vient, tout simplement. Voilà, il a clairement dépassé ça. Je crois qu'il s'est vraiment séparé quand ça a été Maurras qui, à l'époque, sur le processus de Munich, je vais pas rentrer dans les détails, mais je crois qu'ici, il est séparé petit à petit. Et de toute façon, pour simplifier, quand est arrivée la Seconde Guerre mondiale, il a choisi son camp, tout simplement. Parce que pour De Gaulle, il n'y avait qu'un seul camp, c'était celui de la France, peu importe. La France. Voilà, la France. C'était vraiment le camp. Et surtout, il avait une admiration, je crois que c'était pour sa mère qui a été aussi ultra engagée. Enfin bref, la famille de Gaulle, en tout cas ses générations, c'était quelque chose d'assez ouf. Et on reviendra probablement dessus, mais c'était la vieille France, c'est-à-dire vraiment avec tout ce qu'il y avait, l'importance de la nation, la famille, etc. Et voilà. Bon, après, c'est pour ça que je disais que qu'il est né à la fin du 19e, c'est que en fait, on est vraiment
dans une éducation. Il y a les guerres de Prusse qui sont encore un petit peu là dans les esprits. Et en plus, pour le coup, lui, il a un parcours militaire quasi parfait. C'est-à-dire que même quand il désobéit, c'est qu'en fait, il fait de l'excès et il va au front, il va à la bataille. Ouais, donc c'est un militaire convaincu. Alors ça évidemment, ça choquera les gens les plus pacifistes, mais De Gaulle était vraiment un passionné de la chose militaire, mais c'était une tête de mule. Enfin, je veux dire, il défendait ses convictions, y compris contre les gens qui parfois lui avaient tendu la main. Je vous rappeler que il a été pris sous l'aile de Pétain. Alors Pétain de la Première Guerre mondiale, précisons tout de suite. Mais quand De Gaulle, il y a quelque chose qui lui plaisait pas, il le marquait et il s'en foutait. C'est quelqu'un qui était... Je sais qu'il a regretté, par exemple, dans la Première Guerre mondiale, il a été capturé prisonnier. Oui, pendant 2 ans. Ouais. Pendant 2 ans. Et du coup, lui, ça l'horrifiait parce que pendant 2 ans, il disait qu'il faisait rien, quoi. Pour vous dire, il a terminé sa captivité dans un camp qui était réservé aux soldats récalcitrants, justement. Pour vous dire, il avait eu vraiment cette haute opinion de son pays et son haute opinion de lui-même, du coup, qui se confondait, à tel point que, c'est vraiment un passionné de la chose militaire. Ce qui dit quelque chose d'ailleurs, puisque ça veut dire que la personnalité qui a fondé la République dans laquelle on est actuellement est un militaire et est un homme qui croyait très fortement à une autorité forte, qui est quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui dans l'organisation de nos institutions. Ah bah oui, parce qu'il a... comment dire, alors c'est pas lui qui a rédigé la Constitution, mais c'est quand même vachement son esprit qui a teinté, parce que c'était une Constitution, celle de la 5e République, qui est vraiment sur mesure pour lui. Juste pour revenir avant cette partie, en fait, pour vous dire qu'il était sous la coupe de Pétain, en cherchant, on voit que Pétain aurait a priori fait rectifier les notes de Gaulle à l'école de guerre, donc rectifié à la hausse, parce qu'en fait il était un petit peu en contradiction avec ses profs. Donc c'est pour vous dire un peu la tête de mule que c'est. Il a envoyé aussi des exemplaires de ses bouquins de stratégie pour mettre en avant notamment l'utilisation des chars, etc. Enfin, c'est vraiment un militaire convaincu, chevronné et qui est assez sûr de ses idées. Après, De Gaulle lui aussi a corrigé lui-même ses propres notes, puisqu'il n'a pas cru à l'aviation. C'est un truc de fou, mais il croyait pas aux avions. Pour lui, les avions, ça servait à enfumer l'adversaire. Il n'avait pas imaginé les avions qui puissent attaquer les autres. Mais vraiment, voilà, encore une fois, là, c'est d'un point de vue militaire. Pour comprendre vraiment qui est De Gaulle, il faut accepter ce point de vue militaire. Il faut, en quelque sorte, embrasser un peu la destinée qui s'était quand même un peu fixée à lui-même. Mais si jamais vous êtes un militant pacifiste ou quelqu'un qui est vraiment convaincu du pacifisme, ce sera très difficile de comprendre De Gaulle, ou en tout cas la façon dont il fonctionne, puisque lui ne raisonne qu'en militaire, qu'en nation, et il voit ça avant tout. Et d'où sans doute cette haute opinion de la France, puisque un militaire est au service de la France. Il n'y a rien au-dessus, quoi. Et c'est d'ailleurs tous les arguments qu'il va opposer à Churchill. C'était très compliqué avec Churchill, puisque lui dit non, je représente le peuple français et je suis pas sous tes ordres. Et d'ailleurs, c'était du nationalisme. C'est pour ça d'ailleurs que ça a imprégné la droite pendant très longtemps. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Mais aujourd'hui, c'est quand De Gaulle se retire de l'OTAN parce qu'il veut que ce soit la France qui soit bien représentée. De Gaulle il va quand même, dans une visite diplomatique au Québec, au Canada, prononcer « Vive le Québec libre », c'est-à-dire, c'est un petit peu comme si aujourd'hui le président, Angela Merkel, venait en Corse et qu'elle disait « Je soutiens la Corse libre » ou l'indépendantisme de la Corse. On en est à ce niveau-là. Et lui, il faisait ça parce que le Québec, pour lui, avait des liens avec la France, etc. Et c'était vraiment une tête de mule. Je pense qu'en termes de personnalité, à part Dominique de Villepin, en personnalité récente, on n'a pas vraiment revu comme ça de personnes qui n'en faisaient vraiment qu'à sa tête et avec sa propre idée du pays, en tout cas dans les personnes au pouvoir. Je veux dire, des têtes de cons, mais voilà, des têtes de mules comme ça. Je veux dire, aujourd'hui, à part Mélenchon, je ne vois pas vraiment, quoi. Il y a eu Chirac. Mais même Chirac faisait dans le compromis. Donc voilà, vraiment, De Gaulle, c'était pas le compromis, quoi. Non. C'était l'ordre, comme on revient sur le truc. Et d'ailleurs, c'est ce qui va le tuer politiquement. D'ailleurs, c'est le désordre. C'est d'ailleurs assez fantastique de voir que quand arrive je reviens sur la Seconde Guerre mondiale, arrive la fin de la Libération, et que quand il arrive à Paris et qu'il se rend compte qu'il y a la liesse populaire, il se demande mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et à chaque fois qu'il sera au pouvoir, il va mettre en place des pouvoirs très forts, en fait, pas des dictatures. On n'a pas passé l'extrait où il dit qu'il est trop vieux pour se lancer dans une carrière de dictateur, mais De Gaulle croyait vraiment à la grandeur. C'est la grandeur, en fait.
C'est ça. Et alors, pour le coup, donc, il sort de la guerre, il est un petit peu en retrait, parce que c'est la 4ème République donc, qui est en place. Il y a ensuite l'espèce de débandade du fait de la guerre d'Algérie, où De Gaulle apparaît un peu en sauveur, en décolonisateur, un peu sous la contrainte quand même. C'est pas non plus le grand libérateur, mais en fait, il faut bien comprendre que l'Algérie, c'est quelque chose d'important dans l'histoire de Gaulle, puisque c'est de là, notamment, qu'il a commencé à mener les opérations de résistance. Je sais pas toi, en tout cas, moi, je sais que mon grand-père a fait la guerre depuis... alors, je crois que c'était le Maroc pour mon grand-père. Mais donc, voilà, les colonies, pour De Gaulle, ça a un sens particulier, puisque c'est vraiment pour lui une extension de la France, c'est la base arrière. Et donc, le fait d'arriver en sauveur et de... résister à des généraux putschistes et pour après décoloniser, c'est quand même quelque chose d'assez fort dans son histoire. Oui, bah après De Gaulle s'embarrassait pas de détails, on va dire. Il avait un ego absolument incroyable. Je veux dire, c'est quand même quelqu'un, on sait que dans son enfance, il pensait déjà avoir une destinée. Bon, alors prophétie autoréalisatrice ou est-ce qu'il s'est donné les moyens, on verra. Voilà, chacun jugera. Mais en fait, il était devenu une telle figure. Je veux dire, en France, vous ne pouvez pas attaquer De Gaulle. Je veux dire, vous prenez la France des années 40, 50, et même après son déclin, 60, ça reste l'homme de la libération, quoi. Je veux dire, c'est quand même l'homme qui a représenté la France dans les événements les plus tragiques qui sont arrivés depuis bien longtemps. Aujourd'hui, on a le Covid, c'est des événements tragiques, mais la Seconde Guerre mondiale, on est quand même vraiment un cran au-dessus, pour le coup, en termes de mort et en termes de danger pour le pays. Mais et pour en revenir, tu disais, il s'est fait éclipser par la 4ème République. En vérité, c'est que De Gaulle n'a jamais pu exister en tant que chef d'État qu'en dehors des périodes de crise, en réalité. C'est-à-dire qu'il arrive en tant qu'homme providentiel quand le pays est en danger, et justement cet imaginaire, alors ça le dépasse, mais cet imaginaire de l'homme providentiel imprègne la politique française, et il va aussi marquer par le fait que De Gaulle a subi des périodes qu'on appelle la traversée du désert, c'est-à-dire des périodes où il n'est plus populaire parce que justement l'époque est au front, est au 4ème République, aux communistes et à la gauche, pas vraiment à la gauche, mais vraiment on est dans une époque un peu plus complexe, et lui va revenir en tant qu'homme providentiel après une longue traversée du désert. Et tous les hommes politiques et les femmes politiques à l'heure actuelle se réfèrent toujours à De Gaulle lorsqu'ils sont en difficulté. On peut penser forcément à François Bayrou ou des choses comme ça, qui se rêvent en De Gaulle revenant sauver la France, quoi. Macron, je sais pas. Si, Macron, en fait, il faut savoir que sur sa photo officielle, il y a un petit portrait, alors qu'on voit de dos. Et en fait, ce serait une image du général de Gaulle qui a été offerte par Jacques Chirac à Emmanuel Macron. Voilà. Ok, mais pour en revenir peut-être sur l'idéologie, au pouvoir, parce qu'il ne faudrait pas ignorer mai 68 quand même, parce que mai 68, c'est le début de la fin. C'est d'ailleurs une courbe assez bizarre, c'est-à-dire qu'arrivent les événements de mai 68. Alors je vais ultra simplifier mai 68, je suis désolé pour les gens qui y étaient, quoi, mais grosso modo c'est la France qui se retrouve bloquée au niveau des mœurs, au niveau de choses comme ça. En gros c'est la jeunesse qui explose, qui est dans une société très sclérosée, une société de Gaulle où c'est l'ordre et c'est l'autorité. Et c'est certaines visions de la société très hétéronormée, le mariage, etc. Très conservatrice, de l'éducation de Gaulle, tout simplement. De Gaulle qui voit cette révolte populaire et qui ne la comprend pas, je pense, et qui derrière la laisse passer plus ou moins sans trop rien faire, ce qui, je crois que ça n'arrive jamais dans l'histoire de Gaulle, et qui après ces événements revient au pouvoir parce qu'il organise des élections législatives juste derrière. Et les législatives sont un triomphe pour De Gaulle. Je crois qu'il n'a jamais eu autant de députés à l'Assemblée à ce moment-là, mais un an après, il se casse la gueule parce que l'histoire était en marche et il se casse la gueule sur un référendum qu'il perd. Donc, sur le Sénat, si je me souviens bien. Le sujet était peu important en réalité. Il aurait pu faire un référendum sur la température où chauffer les frites, qu'il l'aurait perdu quand même, si tu veux mon avis. Mais en fait, en réalité, c'est juste que l'époque de Gaulle était passée et que c'est un peu sa chute. C'est-à-dire qu'il a un dernier soubresaut avant de partir. Et bon. Il était vieux. Il était âgé, mais il sera mort 1 an et demi après, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Il est mort en 70. Alors, on va revenir un petit peu sur sa politique, son idéologie. De Gaulle, donc, on l'a dit, sur les mœurs, c'est très strict, dirons-nous, par rapport à notre vision de 2021. C'est traditionnel. C'est traditionnel, exactement. C'est vous imaginez la vision traditionnelle de vos grands-parents. Ça, au niveau des médias, c'est c'est compliqué. Alors j'ai retrouvé une citation de Pierre Lefranc, conseiller technique chargé de l'information à l'Élysée, qui s'adressait donc à Alain Peyrefitte, qui était le ministre de l'information sous De Gaulle. Et donc Pierre Lefranc disait si un journaliste de la télévision ou de la radio présente les informations d'une manière désagréable au gouvernement, vous le mettez au placard.
Ça dit à peu près l'ambiance des médias. Il y a des choses... oui, alors là, on parle c'est la télévision publique, hein, mais aujourd'hui, tu appliques ça à la télévision privée. Tu dis, si un journaliste parle mal du grand patron de la chaîne privée, vous le mettez au placard. Hein. Je veux dire, il suffit de regarder les événements à Canal+ en ce moment. Voilà. Mais pour en revenir à De Gaulle, effectivement... Mais faut remettre dans le contexte, c'est-à-dire c'est un militaire qui a toujours vécu dans une ambiance militaire où t'es au garde à vous et t'obéis en quelque sorte, et où la réflexion se fait par des livres, des grands plans, etc. Tu le mets dans un monde médiatique, fatalement, c'est compliqué. Ouais, mais alors, c'est ça qui est assez étrange. Mais il était un homme de médias, hein, malgré tout. C'était un homme de médias, malgré tout. Parce que, bon, d'ailleurs, on l'a vu sur cette citation-là. Beaucoup plus que Mitterrand. C'est un mec à punchline. C'est pour essayer de reprendre des termes. Il avait le flow. Hein. Il avait le flow. Il dit, la France, c'est pas la gauche, la France, c'est pas la droite, la France, c'est la France. Non, mais et au-delà de ça, sans aller ça, quand tu dis la punchline, on reprend l'Algérie. Quand il s'adresse devant les colons et qu'il dit « Je vous ai compris », alors qu'un an plus tard, il va le remettre par derrière, c'est « Vive le Québec libre », alors que je sais pas s'il s'est rendu compte à ce moment-là, je pense que oui quand même, parce que c'était le général de Gaulle. C'est un homme... D'ailleurs, ces punchlines sont inscrites dans l'histoire de France. Hein. Ouais. Je veux dire, voilà, c'est pas... c'est pas Orelsan qu'on pourrait dire ça, mais vous voyez l'idée, quoi. C'est-à-dire que De Gaulle avait vraiment cette intuition et cet ego tellement puissant qu'il arrivait à assimiler cette information que ses paroles étaient historiques. Que souvent, quand il s'exprimait, ce sont des choses historiques. Les conférences de presse du général de Gaulle sont des moments historiques. Les photos du général de Gaulle sont des moments historiques. Et il a toujours vécu... même plus que Mitterrand, sur lequel on avait fait une émission, il a toujours vécu avec le poids de l'histoire, et comme il se prenait pas pour n'importe qui, et du coup, ça donne... c'est vraiment cette rencontre entre ce militaire et sa nation, en quelque sorte, et c'est cette émulsion que la France essaie de reproduire un petit peu depuis des années. Et on voit les tensions auxquelles ça mène, quoi. Faut dire aussi que c'est l'homme de la décolonisation, mais il arrive aussi à un moment de l'histoire où il y avait un pays à reconstruire, il y avait un homme de crise, il y avait l'industrialisation qui progressait, il y avait l'indépendance géopolitique, et on avait aussi une indépendance monétaire. On produisait nous-mêmes la monnaie, ce qui est difficilement transposable maintenant, où tout est relié, l'économie, le militaire, etc. Tout est relié maintenant, ce serait pas possible. La situation était plus simple, c'est-à-dire que De Gaulle avait une autorité qu'aucun homme politique ne peut avoir aujourd'hui. Sur la politique monétaire, sur la politique économique, comme tu viens de le dire. Il n'y avait pas ces multinationales, il n'y avait pas les GAFAM, il n'y avait pas les trucs comme ça. Il était confronté à des problématiques qui étaient complexes, mais c'est des problématiques qui sont différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui aussi. Donc il avait cette capacité à avoir une autorité, que n'ont pas aujourd'hui ses successeurs, tout simplement. C'est vrai. Oui, il faut bien vous dire aussi que c'était une époque où quelqu'un pouvait être nommé président sans avoir de programme économique. Déjà, ça va. La ménagère. Donc, c'est assez brillant. Ouais. Mais oui, pour terminer quand même là-dessus, c'est qu'il faut pas... Parce que pour pas... faire une hagiographie de Gaulle, même si c'est difficile de pas tomber vu tout ce qu'a fait cet homme. Bon, voilà, on l'a dit, c'est un niveau, c'est quelqu'un d'extrêmement conservateur. Il me semble que sa femme ne recevait pas les gens divorcés, par exemple. Ah oui, je sais pas. Donc, on est un peu dans cette ambiance-là. Hein. Alors, imaginez me rencontrer ça avec la jeunesse qui, elle, n'a pas fait la guerre dans les années 68 et qui a soif de liberté. Forcément, ça allait pas passer, quoi. Puis, il faut voir la façon dont il parle. Je veux dire, c'est très patriarcal, c'est très... paternaliste plutôt, enfin patriarcal aussi, mais c'est très paternaliste. Il y a juste un truc qui m'a toujours surpris avec De Gaulle, c'est à quel point il tenait en estime la nation et très peu au final lui-même. Il faut savoir que quand il est mort, il avait fait des notes d'intention pour son enterrement où il s'était interdit d'avoir une cérémonie, machin. Il fallait juste qu'il y ait l'armée, des représentants de l'armée, sa famille. Il n'y a rien sur sa tombe, etc. Il y a juste son nom et sa date. Ouais. Et puis il est avec sa femme, du coup, qui l'a rejoint pas très longtemps. Et sa fille aussi, qui est morte assez jeune. Voilà. Donc, une légende. Hein. Ouais, alors oui, effectivement, pour aussi contrebalancer, encore une fois, sur les médias, il y avait quand même la censure. Hein. Ah oui, non. Militaire. Oui, et justement, je vous mettrai dans les liens en description. En fait, il y a eu une série l'été dernier, réalisée par Thomas Legrand sur France Inter, sur De Gaulle, donc qui s'appelle De Gaulle 2020, et notamment une interview de Serge July, qui est le fondateur de Libération, qui explique qu'à son époque, il y avait des journaux qui arrivaient avec des pages blanches parce que la censure était passée par là. Donc ça dit bien le truc. Pour donner un exemple qui sera très moderne,
moderne. À l'époque de Gaulle, vous étiez un journaliste au Canard enchaîné, mais jamais, au grand jamais, vous auriez eu accès au général de Gaulle, quoi. Ah, déjà, vous étiez sur écoute. Déjà, vous étiez oui, probablement. Ah oui, non, il y a justement dans la série de 2020, ils en parlent. Ouais. Donc voilà, on en est effectivement la liberté. Mais le truc, c'est que c'est toujours la même chose, c'est que l'ordre supporte très mal la liberté. Et on sait très bien que De Gaulle, certes, a été la libération, c'est aussi l'autorité militaire, quoi, au bout d'un moment, et c'était une autre époque dont la France a un peu de mal à se remettre, j'ai envie de dire. Ça, c'est pour le côté un petit peu opinion. Très bien. Bon, alors nous, on va s'arrêter là. On va avoir des petites annonces à faire juste après avoir fait les remerciements et passer le générique. Merci beaucoup Nemo, en tout cas. Merci Adrien, ça fait plaisir de faire ça en présentiel. Oui, enfin. On remercie évidemment SujiQ pour le générique. On remercie YouPod qui nous permet de mettre ce podcast sur YouTube. On remercie PodCloud qui nous permet d'avoir un flux RSS. Et on vous remercie, vous, pour votre fidélité, votre écoute, vos retours. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ou alors ne partez pas tout de suite, on a des petites annonces à faire juste après le générique. À tout de suite, ou à la semaine prochaine. Alors, ça y est, maintenant qu'on a fait un... Excusez-moi, monsieur, j'ai encore une toute petite question. Savais-tu que j'étais un fan de Colombo ? J'ignorais. Non, pardon, vas-y. Alors, eh bien oui, si vous nous suivez sur Twitter, vous êtes déjà au courant, et sinon, on va vous annoncer une petite chose, c'est que Restons Polis va s'arrêter d'ici quelques semaines. On finit la saison. Quoi. Voilà, tout simplement, on finit la saison proprement. Ça part en fait de toi, de ta décision, Nemo. Oui, en fait, moi, ça fait 10 ans que je fais du podcast et j'ai décidé tout simplement d'arrêter pour aller faire autre chose. Donc j'ai annoncé ça en janvier à toutes les émissions auxquelles je participe, dont Restons Polis. Il y en a eu. Bon, je vais juste garder une émission parce que ce sera sur ma chaîne Twitch, donc une fois par mois. Mais c'est pas la question ici. Donc voilà. Donc après, tu te retrouvais avec le bébé entre les mains et t'as décidé de. Oui, en fait, oui. Restons Polis, c'est vraiment une histoire à deux. C'est toi qui as trouvé le nom en plus. Donc, j'ai trouvé ça dans une crêperie à Rennes. Rappelle-toi l'époque où il y avait des restaurants. Ah là. Je me rappelle, t'étais là, t'es en mode, je vais trouver mieux. Oui, et l'été passé, je n'ai pas trouvé mieux. Et puis voilà, je trouve qu'il y a je dirais que c'est avant tout une rencontre. Non, puis il y a un jeu de ping-pong entre je pose des questions, tu réponds, et puis je rajoute des infos. Puis d'ailleurs, on débat sur Twitter sur le même compte. C'est vrai. C'est vrai, j'avais oublié celle-là. Et on innove. Hein. Ah oui. Bref, on fera une émission bilan. On fera une émission bilan pour essayer un peu de voir un peu les choses qu'on retient de ces 2 années. Ouais. En tout cas, moi, ce que j'apprécie, c'est que là, avec 2 ans d'émission, les auditeurs et auditrices repartiront avec d'excellentes bases pour les politiques. On voit nous des roses. Mais non, mais c'est parce que là, il va y avoir des élections présidentielles qui arrivent, et du coup, je trouve qu'on a bien balayé le truc. Oui, c'est vrai. Non, c'est pas un exercice facile pour moi. Je me prépare. Non, mais autant tu vois parler de Gaulle ou parler de sujets politiques, ça va. Mais parler de ce qu'on vient de faire, ce qu'on n'a pas encore terminé d'ailleurs. Pas encore terminé, mais c'est quelque chose qui est pas forcément simple. Donc moi, c'est pour ça je préparerai un peu l'émission malgré tout. Ce sera probablement l'émission que je préparerai le plus, l'émission bilan. Oui, c'est vrai que moi, je suis un peu plus scolaire que toi de ce point de vue-là. Mais donc voilà, c'était juste pour vous prévenir et vous dire que on n'est pas fâchés, on n'est pas même si on le sait. Non, mais voilà, c'est juste que vous dire l'émission s'arrête, comme vous êtes, j'espère, de plus en plus nombreuses à l'écouter. Dans les stats, ouais, ça j'ai regardé pas très longtemps, je me très bien. Hein, voilà, donc, et surtout, n'hésitez pas à partager cette émission. Je pense que il y a des sujets qui sont comment dirais-je, il y a des sujets qui forcément auront un peu vieilli avec le temps. Notamment toutes les émissions pré-Covid, je pense que voilà. Voilà, on espère que cette émission vous a plu, continue de vous plaire. En tout cas, nous, on va finir la saison tranquillement, oui. Comme si on avait continué, et on fera cette petite émission bilan. N'hésitez pas à nous faire vos remarques, éventuellement vos questions. Avant l'émission bilan, vous avez un mois là. C'est ça, et puis même je pense à ça, s'il y a des gens qui veulent se lancer dans le podcast, qui veulent peut-être prendre le relais à leur manière, eh bien on sera ravis d'échanger sur comment faire un podcast hebdo. Vous pouvez envoyez-nous des messages sur Twitter, oui. Même si c'est pas pour l'émission. Voilà, ça fait toujours plaisir, on en a de temps en temps. Ouais. Bon allez, on se laisse et on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine.